Salut les gars. Pour ceux qui me connaissent pas encore, je m'appelle Manon. Je suis hôtesse de l'air sur vol long courrier et ça depuis bientôt 7 ans. Et re-bienvenue à ceux qui me connaissent déjà et qui suivent mes petites aventures sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je tourne une vidéo qui m'a été énormément demandée. Je reçois beaucoup de messages de personnes voulant se lancer dans le métier de PNC, donc hôtesse de l'air et steward, et qui ne savent même pas par où commencer, ou quoi chercher, ou comment faire. Ici, je vais vous parler de mon expérience du lycée à la formation de PNC, et tout mon parcours pour passer d'une étudiante un peu paumée dans toutes les informations que je pouvais trouver sur internet, à une hôtesse de l'air dans un avion. Je tiens à vous rappeler que tout ça se passe il y a déjà 7 ans, donc toutes les informations que je vais vous donner seront peut-être obsolètes ou plus au goût du jour. Je ne peux pas commencer cette vidéo sans vous expliquer pourquoi j'ai voulu devenir hôtesse de l'air. Et pour ça, faut remonter il y a très longtemps. Cette histoire commence très tôt, je devais avoir entre 8 et 10 ans. Et je suis partie pour la première fois en vacances à l'étranger. Nous partions pour Marrakech. Donc on parle d'un vol de 2h30, 3h. Et comment vous expliquer que j'étais stressée à l'idée de me retrouver dans un avion, dans les airs, avec des turbulences. D'ailleurs, c'est quoi des turbulences? Moi, je ne savais absolument pas. On m'avait expliqué que possiblement, on aurait des trous d'air qui feraient tomber un petit peu l'avion. Vous me dites ça alors que j'ai entre 8 et 10 ans, pour moi, c'est la fin du monde. Donc au décollage, vous imaginez, j'étais vraiment mal. Donc le décollage se passe avec le maximum de soutien de ma mère et bien sûr des larmes sur tout le visage. Et là, les hôtesses de l'air font leur apparition en cabine. Et je ne saurais pas vous expliquer ni comment, ni pourquoi, mais je suis tombée instantanément amoureuse de ce métier. J'ai pu les observer tout le long du vol. De toute façon, j'avais rien d'autre à faire. Et à la fin du vol, j'ai regardé ma mère et je lui ai dit « Maman, c'est ce métier que je veux faire ». Et depuis, ça ne m'est jamais sorti de la tête. Ça a été pour moi comme une sorte de révélation. Puis le temps passe, je rentre au collège. Pas la meilleure période de ma vie, je dois avouer. Non. J'étais pas super bonne élève, mais je survis jusqu'au brevet. S'ensuit l'admission au lycée, donc pour ma part je suis allée dans un lycée général. L'année de seconde n'a pas été très glorieuse non plus, je dois avouer. Disons que je me maintenais à des notes moyennes, mais j'étais pas non plus la meilleure des élèves. Et vous savez qu'à la fin de la seconde, c'est le moment de choisir dans quelle filière tu veux t'orienter. Et j'avoue que mon expérience à ce moment-là n'a pas été très bonne. J'ai été conseillée par des professeurs qui n'étaient absolument pas calés sur le sujet. Vous savez, ce genre de professeur qui, par rapport à tes notes, t'oriente sur une filière, sans vraiment te poser la question de savoir si ça te convient ou non. Et cette professeure s'était mis en tête de me faire passer un bac ES. Et je savais d'avance, mais d'avance, que c'était une filière qui ne me plairait pas. Pour elle, les meilleurs bacs, c'était le bac L, ES et S. Il était inconcevable pour elle que ses élèves aillent dans un autre bac. Et c'est là que moi, j'étais absolument pas d'accord. J'avais déjà conscience à l'époque que tu ne pouvais pas rendre un travail de qualité si tu ne t'épanouissais pas un minimum dans le milieu où tu te trouvais. Donc j'ai arrêté d'écouter tous ces profs qui avaient un avis différent sur mon propre avenir, et j'ai voulu me faire un propre avis sur chaque filière qui m'était proposée. Donc j'ai fini par jeter mon dévolu sur la filière STMG, Sciences, Technologies, Management et Gestion. Pour la simple et bonne raison que dans cette filière, il y avait une option anglais renforcé de proposer, et je savais que l'anglais c'était une compétence inévitable à avoir quand tu voulais être hôtesse de l'air. Donc mon choix était fait, ma première et ma terminale se passera en STMG, et vraiment j'ai passé les 2 meilleures années de tout mon parcours scolaire. Ma moyenne est remontée de façon fulgurante, et finalement j'ai obtenu un bac mention bien. Donc si j'ai un conseil à vous donner, pas forcément d'écouter absolument ce que vos profs disent, parce que eux ils veulent absolument vous caler dans des filières générales à tout prix. Je ne sais pas pour quelle raison, peut-être que s'il y a des profs dans les commentaires, dites-le moi, mais moi je trouve ça primordial qu'un élève s'épanouisse dans ce qu'il fait, et si la finalité c'est d'avoir des bonnes notes et un bac mention bien, c'est tout ce qu'on demande. Pendant ces 2 ans en STMG, j'ai commencé à faire mes petites recherches pour devenir hôtesse de l'air. Et je vous rappelle que ça date d'il y a peut-être 10 ans. Mais à l'époque, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas TikTok. Donc en fait, j'avais pas la chance que vous avez aujourd'hui d'avoir des gens qui m'expliquaient en vidéo de A à Z comment devenir hôtesse de l'air. J'avais personne à qui poser de questions sur le métier. J'ai vraiment dû commencer mes recherches de zéro. Donc comme tout le monde, j'ai tapé sur Google comment devenir hôtesse de l'air. Donc je prenais les informations que j'avais mais sans plus. Donc après avoir obtenu mon bac à la base, je voulais m'arrêter là et partir 1 an aux États-Unis faire fille au père. Je m'étais dit que si je partais 1 an aux États-Unis, j'allais revenir complètement fluent in English. Donc je me laissais une année supplémentaire avant de passer ma formation. Tout était presque prêt, mais dans ces moments-là, vous connaissez les petites mamans. Elle m'a quand même demandé si je voulais pas pousser en bac plus 2. Pour moi, c'était hors de question de passer un bac plus 2. J'en avais marre des cours. J'avais juste envie de quitter le milieu scolaire et vraiment de commencer ma vie, quoi.
Mais vous connaissez encore les petites mamans. Elles savent se montrer très persuasives quand il le faut. Je me suis inscrite pour faire un BTS tourisme et continuer 2 ans de plus. J'ai mis l'idée de partir aux États-Unis pendant 1 an de côté. Je m'étais dit que je partirais après mon BTS. Spoiler alerte, je n'y suis jamais allée. Voilà. Donc c'est parti pour 2 ans dans un lycée pro pour passer mon BTS tourisme. Donc pour ça j'ai dû déménager dans une ville qui s'appelle Blois, pour ceux qui connaissent. Ces 2 ans se sont plutôt bien passés, j'ai passé 2 belles années. Je n'ai pas passé un BTS en alternance, donc c'était en continu, mais bien sûr j'avais des stages de temps en temps. Le BTS tourisme, c'est pas un prérequis pour devenir hôtesse de l'air, mais je me suis dit qu'en prenant BTS tourisme, j'en apprendrais un petit peu plus sur le monde du tourisme, et par conséquent le monde de l'aérien. Je regrette absolument pas d'avoir fait ces 2 ans, ça m'a apporté beaucoup de compétences. Après le BTS tourisme, c'est un BTS très général, où tu peux faire énormément de métiers. Mon BTS en poche, il est temps pour moi, enfin, de m'inscrire dans mon centre de formation pour être hôtesse de l'air. Donc là, panique à bord, parce que oui, j'avais fait des recherches pour savoir comment être hôtesse de l'air, mais j'avoue que j'avais pas encore trouvé le centre de formation pour passer le CCA. Donc le CCA, c'est le Cabin Crew Attestation. Donc j'ai passé mon été à comparer les centres de formation, à savoir laquelle était la moins chère, à savoir laquelle était la mieux notée, est-ce qu'elle était réputée. Voilà, plein de questions auxquelles je devais répondre avant la rentrée. Donc après de nombreux calculs très savants et des comparaisons statistiques, j'ai jeté mon dévolu sur le centre de formation Mermoz. Pour moi, l'Institut de Mermoz a été le meilleur centre de formation de tous les temps. Mais ça ne se base que sur mon expérience et je suis sûre que les autres centres de formation sont aussi très bien. Et là, je reçois le dossier des prérequis à avoir avant de s'inscrire au centre de formation. La liste était un peu longue, je dois vous avouer, mais j'ai remonté mes manches et je m'y suis mise tout de suite. Donc dans les prérequis, il fallait avoir plus de 18 ans, ce qui était mon cas, je crois. Savoir nager. Et en fait, pour prouver que tu sais nager, il faut juste aller à la piscine municipale de ta ville et passer un examen avec le maître nageur. Avoir un bac. Avoir un bon ou très bon niveau d'anglais, et enfin, obtenir l'aptitude médicale PNC. Donc en fait, c'est une visite médicale spéciale pour les hôtesses et les stewards. Pendant cette visite médicale, on te fait passer plusieurs tests, on te fait réaliser plusieurs exercices. À la fin de cette visite, on te remet un certificat pour savoir si tu es apte ou non apte à faire ce métier. Tous ces documents en ma possession, j'ai pu enfin créer mon dossier pour m'inscrire au centre de formation. À la suite de ça, j'ai été acceptée par le centre de formation pour un stage qui se déroulait au mois de novembre, il me semble. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que cette formation est très rapide à passer. On parle de 3 semaines pour la session théorique et de 8 à 9 jours pour la session pratique. Donc en 1 mois ou plus, tu peux avoir ton CCA en poche. Mais c'est pas parce que c'est rapide que c'est pas intensif. Malgré que je sois super heureuse de rentrer dans cette formation, ça n'a pas été de tout repos, les journées sont très longues et le soir quand tu rentres, tu passes ta soirée à réviser. C'était très intensif pour moi parce que j'ai dû apprendre de A à Z un monde que je ne connaissais pas ou très peu. Pour cette formation, on a dû acheter 3 livres auprès du centre de formation qui vont nous guider pendant toutes ces semaines de stage. Donc la formation théorie passe par du secourisme, par de la connaissance de l'aéronautique en général, beaucoup d'informations en très peu de temps. Et c'est vrai qu'à un certain moment, je me suis sentie vraiment fatiguée par tout ce flot d'informations. Et c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment pas lâcher, qu'il faut continuer à réviser, à réviser, à réviser. Je me faisais des fiches Bristol tous les soirs. Je me levais CCA, je me couchais CCA, je mangeais CCA, je vivais pour le CCA. Pour moi, c'était vraiment l'objectif de ma vie, il fallait que je réussisse. Au bout des 3 semaines de stage de théorie, il faut passer un examen sur ordinateur. Donc je me souviens plus exactement le nombre de questions qu'il y avait, mais c'était sous forme de QCM et il fallait avoir un pourcentage pour réussir. Et je me souviens avoir révisé et d'avoir stressé comme pas possible pour cet examen, parce que c'était vraiment des questions générales sur tout ce qu'on avait appris pendant ces 3 semaines. Et n'oubliez pas que c'était vraiment beaucoup d'informations à ingurgiter en si peu de temps. J'avais peur de perdre mes moyens et de tout oublier une fois devant les questions. Et enfin, le soulagement arrive. J'ai été admise au test théorique. Et je m'étais dit du coup que si j'avais réussi la théorie, après la pratique, ça serait beaucoup plus simple. Non, messieurs, dames. Le stage théorie est certes plus court, mais il n'en est pas moins intense du tout. Pendant ce stage pratique, tu apprends aussi énormément de choses. Tu dois apprendre à secourir un passager, reconnaître les raisons pour lesquelles il est tombé par terre, savoir pourquoi il est inconscient, savoir comment lui maintenir son épaule qui vient de se casser, savoir faire une attelle avec des magazines et des couvertures, savoir comment réanimer un passager qui est en train de faire un arrêt cardiaque. Bref, plein de choses à savoir au niveau du secourisme. Tu dois aussi apprendre à secourir des passagers qui seraient tombés à l'eau.
et les remonter dans un canot. Donc pour ça, on a dû s'entraîner dans une piscine municipale. Mais en fait, malgré que ça soit très fatigant et très intensif, je me plaisais vraiment dans cette formation parce que ça y est, je touchais enfin du doigt mon rêve de devenir hôtesse de l'air. J'apprenais enfin le métier que je voulais faire jusqu'à la fin de mes jours. Et vient le jour de l'examen pratique. Et sincèrement, j'étais stressée, mais beaucoup moins que la théorie. J'étais sûre de ce que j'avais appris, je m'étais entraînée longtemps pour réussir cet examen. On était plusieurs centres de formation à être réunis ce jour-là pour passer l'examen. Et comme par hasard, j'étais la première personne de tous les centres de formation à passer devant l'inspecteur ce jour-là. Là, j'ai vraiment eu le coup de stress. Là, vraiment, je me suis dit, non, me faites pas ça. S'il vous plaît. Et c'est pas pour justifier ce qui va se passer, mais l'examinateur ce jour-là n'était pas du tout d'humeur. Tu le voyais d'avance qu'il avait pas envie d'être là. Il nous a mis dans une ambiance vraiment malaisante. Alors je sais pas si c'était pour nous mettre dans des conditions de stress ou autre, mais il a pas été très sympa avec nous dans sa façon de parler, dans la façon de nous accueillir, etc. Donc moi, forcément, le stress fois 1000. J'ai commencé l'examen de secourisme avec les mains qui tremblaient, forcément. Et le stress fait vraiment faire des choses incroyables. Bref, je vais pas faire durer le suspense trop longtemps, ça a été une catastrophe pour moi. C'est pas que je savais pas ce que je faisais, mais le stress m'a vraiment fait tout oublier et j'ai fait n'importe quoi. Je peux m'en vouloir qu'à moi-même, je peux pas mettre ça sur le dos de l'examinateur, mais le résultat a été qu'il m'a mis 9,88. Et bien sûr, fallait avoir 10 pour être admise. J'ai réussi tous les autres tests comme il fallait, donc le matériel de sécurité, le feu fumé, etc. Mais le secourisme, finito. Sauf que les résultats, on les a pas tout de suite. Donc j'ai dû attendre plusieurs semaines avant d'avoir les résultats. Et quand l'Institut Mermoz m'a appelé pour m'annoncer que je n'étais pas admise, pour moi le monde s'est vraiment écroulé. J'avoue que j'ai tendance à ne pas aimer échouer. Vraiment, ce jour-là, pour moi, ça a été un cauchemar. Mais ne voulant pas rester sur cet échec, je me suis vite réinscrite pour passer une deuxième fois. Et ce qu'il faut savoir dans ces cas-là, c'est qu'il faut repayer une deuxième fois le passage à l'examen. Donc c'était absolument pas prévu que ça se passe comme ça, mais je l'ai quand même fait parce que pour moi, c'était impensable d'arrêter là. Donc dans l'attente de cette deuxième date, j'ai révisé avec tous mes autres collègues qui ont été recalés en même temps que moi. On a été pas mal à être recalés, je dois avouer, ce jour-là. Donc on s'est entraîné à l'institut sans relâche, tous les jours on était présents pour pratiquer les gestes encore et encore et encore. On se posait des questions, on s'examinait les uns les autres. Bref, c'était hors de question que je rate une deuxième fois. Le jour du deuxième examen arrive. Cette fois-ci je ne passe pas la première, ce qui m'arrange énormément. Les tests se déroulent, tout se passe à merveille et vient le secourisme. Je ne tombe pas avec le même examinateur, j'ai déjà un poids énorme qui me tombe des épaules. Et même si j'ai fait quelques erreurs, ça s'est plutôt bien passé. J'étais vraiment confiante de mon passage. Et vraiment, ce jour-là, je me suis dit, j'ai tout donné. Si je réussis pas là, je comprends pas. Encore quelques semaines d'attente avant d'avoir les résultats. Et ça y est, je reçois enfin mon attestation me disant que j'ai réussi tous les tests. Et ce jour-là, je vous explique même pas la joie dans ma tête d'avoir enfin réussi. Entre mon stage théorique et pratique, j'ai eu la chance d'intégrer la compagnie Air Caraïbes pour être stagiaire entre 1 et 2 mois. J'étais ce qu'on appelle un PCB, donc personnel complémentaire de bord. Pendant ces 2 mois, j'étais en charge du commercial et des familles à bord des avions d'Air Caraïbes. J'étais trop heureuse de faire ce stage parce que c'était un premier pas dans le métier que je voulais faire. J'ai adoré absolument chaque minute passée dans un avion et ça a confirmé vraiment que c'était le métier que je voulais faire depuis toujours. Ce stage m'a été proposé par le centre de formation Mermoz. À la suite de ça, j'ai dû passer des entretiens auprès d'instructeurs Air Caraïbes. Donc ce jour-là, il fallait vraiment que je me mette dans la peau d'une hôtesse de l'air. Je me suis habillée en tailleur, chignon, et les entretiens se sont vraiment très bien passés. Ce que je vous ai pas dit, c'est que pendant ma formation, j'ai commencé mes petites recherches pour savoir quelle compagnie me plairait par la suite. J'avoue que j'étais prête à travailler dans n'importe quelle compagnie du moment que je mettais un pied dans un avion. J'ai postulé de droite à gauche. J'ai été refusée par pas mal de compagnies, notamment les compagnies low cost. Et comme je vous ai dit, la chance que j'ai eue, c'est que pendant cette formation, j'ai passé un stage chez Air Caraïbes. Et bien sûr, je ne me voyais pas ne pas postuler chez eux après ce magnifique stage. Donc j'ai envoyé ma candidature auprès des RH Air Caraïbes. Et j'ai eu une réponse très rapidement. J'avais même pas encore mon CCA en poche que je passais déjà les recrutements Air Caraïbes. Et ensuite, après avoir obtenu mon CCA et mon certificat d'anglais qui était à l'époque le TOEIC, j'ai pu intégrer la compagnie Air Caraïbes en mai 2018. Et depuis, je suis toujours dans cette compagnie et je m'y plais toujours autant. Voilà, je m'arrête ici. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair sur le parcours pour devenir hôtesse de l'air. En tout cas, si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à me les poster en commentaire ou à m'écrire en DM sur Instagram. J'essaierai d'y répondre au maximum ou alors je vais essayer de faire une vidéo où je réponds à toutes vos questions. Je vous fais des bisous. Moi, je vais profiter de mon escale à Saint-Domingue. À bientôt. Des bisous.